Bonsoir et merci de nous accompagner pendant ces 52 minutes de débat durant lesquelles nous aborderons la situation économique de la Guyane, un contexte économique qui s'était fortement dégradé en 2020 avec la crise sanitaire et le confinement qui en a découlé pendant plusieurs mois. Selon les observateurs, on a évité la catastrophe sociale, le redressement de la situation. Il en sera question dans la seconde partie de l'émission avec nos invités que sont Karine Sinaï-Bossou, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane, Stéphane Lambert, représentant du MEDEF et de la Chambre de métier, Stéphane Bouvier-Gaz, directeur de l'IEDOM, et enfin Philippe Dorelon, le directeur territorial de l'Institut national de la statistique, l'INSEE. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Une année 2020 difficile, tout le monde en conviendra à cause de la crise sanitaire et le confinement, mais aussi les couvre-feux qui en ont découlé. La parole d'abord aux acteurs directs de l'économie, Karine Sinaï-Bossou et Stéphane Lambert. Vous êtes des chefs d'entreprise avec plus de pertinence que si c'était moi qui le disais. Comment qualifier la situation dans les entreprises guyanaises en 2020 ? Catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Ce confinement s'est tombé comme un cheveu sur la soupe et encore le mot il est faible. Donc du jour au lendemain on s'est retrouvé confiné. Le monde économique n'a pas très bien compris pourquoi. Parce que la Guyane a suivi les demandes de la France, mais la situation sanitaire en Guyane pour nous ne nécessitait pas le confinement total en tout cas, puisqu'à cette époque-là nous étions avec 15 cas, quasiment pas d'hospitalisation et un décès. Donc ça a été assez violent pour nous, chefs d'entreprise, de se retrouver confinés et surtout de ne pas en voir le bout. Parce que c'était parti pour une semaine et ça continuait et c'était compliqué. Donc beaucoup d'entre nous avons continué à travailler d'un point de vue administratif parce que bien sûr, il fallait mettre en place le télétravail. C'était pas évident parce que quand on vous dit le lundi que vous allez être confiné à partir du mardi midi, comme moyen de trouver une solution, c'était vraiment très très court. Et puis après, en partenariat avec le préfet de l'époque, on a pu trouver certains compromis. Le BTP a pu continuer à travailler, ce qui a permis, entre guillemets, de sauver un peu la Guyane des dégâts. Donc ils ont eu une semaine d'arrêt. Après, ils ont pu recommencer à travailler. Donc ça a été des compromis avec les salariés, avec la JECT. Et on a pu, entre guillemets, maintenir l'économie guyanaise un peu la tête hors de l'eau, puisqu'on dit en Guyane que quand le BTP va, tout va. Mais il y a encore des secteurs d'activité qui sont toujours sinistrés. Là, je pense à l'événementiel. Là, tout ce qui est touristique, hôtellerie et transport aérien et même terrestre, surtout pour les personnes qui dépendent pour beaucoup du tourisme qui arrive, sont des secteurs qui sont toujours sinistrés ou certaines fois totalement à l'arrêt jusqu'à ce jour. Donc depuis mars, ça commence à être long, très très long. Et ce n'est pas fini. Stéphane Lambert, vous êtes du même avis ? Alors, globalement, oui, je dirais que surtout on a beaucoup souffert. Ça a été une période très très difficile, mars et avril. En tant qu'expert comptable, j'ai jamais vu autant de chefs d'entreprise pleurer. Chef d'entreprise, ça pleure pas d'habitude, là ça pleure. Beaucoup de collaboratrices, pareil, qui dépitaient à force de faire du soutien. On n'est pas formés pour ça, nous experts comptables. Des personnes qui ont pété les plombs. C'était difficile d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur détresse. Donc une grande peur. Ensuite, des moyens qui ont été mis en place par l'État, Karine l'a dit, pour réagir, pour pouvoir tenir, Ça a été dur à mettre en place en Guyane. À chaque fois qu'on a quelque chose, un nouveau texte, il faut toujours 2-3 mois ou 2-3 ans pour le mettre en œuvre. On l'a encore vu à cette occasion-là. Les chambres, et notamment la Chambre de métier, a beaucoup œuvré pour mettre à la portée des TTPE, des très, très petites entreprises, des artisans, mettre à la portée de ces personnes les différents outils. Et c'est vrai que ces outils ont permis d'éviter une catastrophe. On peut dire que globalement, ça a fonctionné. Je pense qu'on aura des chiffres qui nous diront qu'on n'a pas eu de plantage global de l'économie. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça a été dur, quoi. On a beaucoup souffert. Il y en a encore qui souffrent. Attention, c'est pas fini. On a un peu pris l'habitude. Maintenant, tout le monde porte des masques. On s'est habitué à plus sortir le dimanche. Je ne vais pas dire que c'est facile. On s'est habitué à plein de choses depuis bientôt 1 an. Il nous en reste encore quelques mois à faire, je pense. Mais on a beaucoup souffert et... ça, franchement, ça a été très dur. Ça ne se verra pas dans les chiffres. Quoique la lassitude de certains salariés, de beaucoup de chefs d'entreprise, on risque d'avoir encore des répercussions dans les mois qui viennent.
On en parlera certainement au cours de cette émission. Philippe Dorelon, vous êtes le directeur territorial de l'Institut national de la statistique, l'INSEE. Dans le dernier bulletin de l'INSEE paru à la mi-janvier, il y a quelques semaines, on a pu lire que l'économie guyanaise ne s'en tirait pas trop mal. Que faut-il comprendre par rapport à l'analyse que vous faites de la situation économique pendant cette période ? Pendant cette période, c'est vrai que dès le premier trimestre, on a vu l'intérim qui chutait, l'emploi salarié qui chutait, parce que voilà, dès fin février, le mois de mars, en fait, on avait déjà les effets qu'on pouvait voir dans notre note de conjoncture du premier trimestre. Deuxième trimestre, la situation s'est encore dégradée. Donc on a vu l'emploi salarié qui chutait. On a pu arriver jusqu'à 25% des salariés qui étaient en chômage partiel. Et la baisse d'activité était évaluée à cette époque-là à l'INSEE, moins 20%, moins 25% de l'activité par rapport à une année normale. Donc le choc a été très très fort. Ensuite, le confinement a été levé. Il y a eu la crise, en fait, la vague Covid est arrivée plus tard en Guyane. Donc la Guyane a été dans une situation assez paradoxale en juin, juillet jusqu'au mois d'août, où l'activité a commencé à reprendre, mais c'était quand même au ralenti par rapport à la métropole. Mais dans nos notes de conjoncture, on commençait déjà à voir la situation qui s'améliorait. On a commencé à voir au troisième trimestre l'emploi salarié qui repartait un peu, l'intérim qui repartait, le secteur de la construction qui marchait bien, qui a été interrompu en fait une semaine. Pas très longtemps. Voilà, c'est reparti assez vite. Donc ça, on a vu des indicateurs qui fonctionnaient bien. Et ensuite, on a un ensemble d'indicateurs un peu avancés que l'INSEE a pu utiliser sur les transactions bancaires, par exemple, ou aussi on a les données de l'octroi de mer qui, à partir du mois d'août, ont été très bonnes. Et l'octroi de mer sur 2020 termine juste avec moins 4% par rapport à 2019, qui était une très très bonne année. Et sur les transactions bancaires, à partir du mois d'août, on était à plus 3% de transactions bancaires par rapport à 2019. Donc la comparaison est toujours un peu délicate parce qu'on a incité les gens à plus utiliser les cartes bancaires qu'avant. Mais on a quand même vu que la consommation est repartie très fort à partir du mois d'août. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, donc la dernière note de conjoncture de l'INSEE, l'emploi salarié est revenu comme il y a un an. Le chômage, le nombre de chômeurs est pareil qu'il y a un an, il est même un tout petit peu inférieur. Et le taux de chômage qu'on mesure aussi, il est à 19%. Donc, ce n'est pas un bon taux en soi. 19,3%. Ce n'est pas un bon taux en soi, mais il était à 20%, à 19,5% il y a un an. Donc, globalement, voilà, d'un point de vue macro, par rapport aux salariés, par rapport à la population, la situation est plutôt bonne, ou en tout cas, par rapport à ce que la Guyane a traversé, la situation est plutôt bonne. Après, on verra plus tard la situation, les impacts pour les entreprises. Il y a des secteurs, la restauration, l'hôtellerie, la culture, le tourisme, qui ont été très impactés. Mais pour le moment, tout ce qui a été mis en place par l'État a permis à jouer un rôle d'amortisseur qui a permis de limiter les dégâts. On en reparlera. Stéphane Lambert. J'en conviens, effectivement, s'il n'y avait pas eu ces mesures-là, c'était une catastrophe, c'est clair. Par contre, petite remarque, quand même, il faut mettre ça en perspective, la Guyane est un territoire qui évolue énormément, et on a peut-être perdu que 4% d'octroi de mer, mais dans les prévisions, c'était plus 13. Donc en fait, on a perdu 17 dans la vraie vie par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Alors on aurait pu faire moins 20, et on n'a fait que moins 4. Et c'est vrai que j'ai constaté, moi, dans les... Vous parlez des recettes de l'octroi de mer. Les recettes d'octroi de mer. Ce qui veut dire que les volumes ont été presque du même niveau que l'année dernière, alors qu'ils auraient dû être sensiblement plus importants. On a dû aussi beaucoup se bagarrer par rapport aux mesures gouvernementales. Donc on remercie le gouvernement. Ouais. Je pense que nous, chefs d'entreprise, c'est clair. Il n'y aurait pas eu les mesures gouvernementales. Beaucoup d'entre nous ne serions pas là à l'heure d'aujourd'hui. Cependant, au début du confinement, il a fallu vraiment se batailler, il n'y a pas d'autre mot, pour que ça corresponde à la problématique de nos territoires. Le fonds de solidarité, pour en bénéficier, il fallait au moins avoir un salarié. Je rappelle que le tissu économique guyanais, en tout cas nous au niveau de la Chambre de commerce, c'est 95% de TPE, dont 65% n'ont pas de salariés. Donc le propre patron est son propre salarié. Donc quand vous mettez un fonds de solidarité où il faut automatiquement déjà avoir une seule personne, automatiquement, les Guyanais, on n'arrivait pas à bénéficier de ce fonds de solidarité. Donc il a fallu se battre, monter au créneau, être solidaire entre nous, entre les chambres consulaires et les organisations syndicales, pour que justement ces mesures gouvernementales collent à la problématique de notre département. On a été entendu, tant mieux, mais il y a certaines mesures, comme les PGE, ont été plus difficilement applicables en Guyane. La Guyane, c'est un des départements, là je parle en tant que présidente de la CESIOM, la Guyane est le département qui a le moins bénéficié du PGE. Ça a été, la mise en place a été plus problématique par rapport à l'ensemble des territoires d'outre-mer et des COM. On reviendra sur cet aspect de la situation, bien entendu. Le PGE, le Fonds de solidarité, c'est 69 millions d'euros.
À l'IEDOM, vous avez une vision et une analyse macroéconomique, c'est-à-dire plus globale à travers les grands agrégats que sont par exemple la consommation, la production, le revenu des ménages. Quel est votre éclairage, M. Bouvier-Gaz, sur cette année qui a été fortement marquée par la crise sanitaire, on le répète? Oui, bien sûr, je ne peux que le confirmer et le déplorer avec vous. Peut-être pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent mal l'IEDOM, je voudrais juste rappeler que l'IEDOM est une filiale de la Banque de France, que nous exerçons outre-mer un rôle de banque centrale déléguée. Alors le principal pilier qui justifie nos activités, notre présence, c'est bien évidemment la continuité territoriale en matière monétaire. C'est pour ça qu'on est connu, pour l'entretien et la mise en circulation des billets et des pièces, mais nous avons un certain nombre vous les connaissez, un certain nombre d'activités à l'endroit des particuliers, de la sphère des particuliers, des entreprises, de la communauté bancaire et des décideurs publics et privés. Et nos activités sont variées et ces activités nous permettent de formuler un constat qui rejoint un petit peu celui qui a été formulé par l'INSEE. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les indicateurs macroéconomiques à ce stade restent bien orientés. Ça, c'est un constat fort. On a un tissu économique, alors Madame la Présidente l'a relevé, et c'est important de l'avoir à l'esprit. Le tissu économique de la Guyane est fait d'un maillage de TPE, d'un maillage somme toute très résilient, et on pourra y revenir, mais on a un tissu économique qui a plutôt bien résisté. Enfin, je veux relever l'importance, la mobilisation très forte de la force publique, hein, vous en avez parlé. Et je n'oublierai pas, je le cite en dernier, la communauté bancaire qui s'est mobilisée très fortement. On y reviendra, j'en doute pas, mais ce sont des éléments qui permettent d'expliquer comment on s'en est plutôt bien sorti. Alors certains s'accordent tout de même sur un niveau de perte d'activité que l'on peut estimer entre 20 et 25% en 2020. Vous êtes d'accord ? Les chiffres nous le diront plus tard, quand on aura fait l'ensemble des bilans. On est en plein bilan. Global, on attaque, nous, en cabinet, les premiers bilans. Ils ne sont pas tous mauvais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu une première période où on a beaucoup perdu, où les entreprises, certaines ont été fermées pendant 2 mois, où il y en a où il n'y a pas d'activité, je pense à certains au tourisme, tout ce qui est festivités et ainsi de suite, qui sont fermées. Mais il y a beaucoup d'activités qui ont eu beaucoup de stress, qui ont beaucoup perdu et qui, comme le disait mon voisin, qu'on a récupéré sur le second semestre pour beaucoup de choses, même la fin d'année. C'est-à-dire que ce qui nous a sauvés aussi, c'est que les revenus des Guyanais sont restés au même niveau, parce qu'il y a eu l'activité partielle, le chômage partiel, pour parler communément, que les différents traitements de fonctionnaires sont arrivés, que les différentes aides habituelles sont arrivées, donc que la masse d'argent était là, que les gens n'ont pas pu aller à l'extérieur pour prendre l'avion, pour aller consommer, acheter des fringues à l'extérieur et revenir avec plein de trucs, donc ils ont consommé plus local, il faut dire ce qu'il est. Et qu'il y a eu un rattrapage qui s'est fait. Et je connais nombre d'entreprises qui, finalement, ont plus ou moins récupéré. Alors, par contre, les restaurants, c'est un peu compliqué. Vous n'allez pas manger 4 fois plus en deuxième partie de l'année parce que vous n'avez pas mangé en restaurant pendant une période. Mais il y a un rattrapage. Par contre, il y a des situations qui sont très hétérogènes selon les métiers et selon les tailles d'entreprise. Tout le monde salue la résilience des entreprises. Évidemment, l'artisan qui est tout seul, qui est sans salarié, c'est juste une question de survie. C'est son gagne-pain. À la frontière entre l'informel et le formel, nous, à la Chambre de métier, on a toute cette problématique-là. On a fait des travaux importants pour faire sortir les gens de l'informel et les structurer. Et après, dès qu'on a besoin d'une aide, tant mieux d'être bien structuré. Mais on se rend compte que beaucoup de TPE n'ont pas de comptabilité, n'ont pas les moyens d'accéder au prêt, le prêt territorial de la CTG, qui a été mis en place aussi, lancé en tout cas assez rapidement. Pour y accéder, ça n'a pas été forcément très simple. Donc on se retrouve toujours face à notre tissu économique sous-structuré, insuffisamment accompagné. Et là, en tout cas, pour les chambres, en tout cas nous, à la Chambre, on a vu plus de 2500 artisans en direct pour pouvoir les aider, faire en sorte qu'ils accèdent. On s'est déplacé, on a fait la caravane pour se déplacer, qui a ensuite fait les guichets uniques. On s'est réunis avec les chambres, avec le MEDEF, avec pour pouvoir effectivement avancer. Et on a pu travailler avec l'État. Encore une fois, on est tous d'accord pour dire que l'État a mis le paquet, avec des règles qu'il a fallu assouplir au fur et à mesure parce qu'elles n'étaient pas toujours adaptées, qu'elles étaient prévues pour 2 mois
Mais on n'est pas sorti du couvre-feu, nous, depuis le départ, pratiquement. Sauf une semaine, je crois. C'est toujours aussi gênant, cette période de couvre-feu qui perdure. Je suis tellement habitué, vous savez, ça dépend on est des habitué à marcher avec une activités. écharpe dans le pied. Là. Tout ce qui est événementiel, boîte de nuit, soirée, bal public, privé, c'est un secteur d'activité qui est à l'arrêt depuis le mois de mars et qui n'a toujours pas redémarré, et il n'y a aucune visibilité pour le moment pour qu'il puisse redémarrer. Donc on a pu trouver des compromis pour tout ce qui était restauration, en mode dégradé, mais ils ont pu réouvrir, mais vous avez d'autres secteurs qui n'ont toujours pas pu redémarrer à la date d'aujourd'hui. Et Stéphane l'a bien précisé, vous voulez acheter un vêtement, vous pouvez le reporter à demain, mais même la restauration, quand c'est fermé, vous ne rattrapez pas un résultat. Nous, au niveau du transport, le transport aérien, c'est fermé. Là, en plus, avec les motifs impérieux, l'aéroport Félix-Éboué, là, c'est une perte colossale en termes de chiffre d'affaires. Et ce sont des journées de travail, un chiffre qui est perdu et qui ne se rattrapera jamais. Donc, selon les secteurs, en fait, c'est compliqué. Globalement, oui, peut-être qu'on s'en sort parce qu'on est encore là, mais je crois que c'est déjà dans l'ADN des Guyanais, l'esprit combattant. On a déjà passé tellement de crises qu'on a l'habitude quelque part de se recentrer, d'essayer de payer l'essentiel et de trouver la solution. Mais il y a des secteurs, on n'a pas fini. Oui. On est toujours dedans. Ces secteurs qui sont en souffrance, puisqu'ils n'ont pas encore repris leur activité, ils sont tout de même soutenus par le Fonds de solidarité qui est toujours en place. On a pu avoir un fonds de solidarité, vous imaginez, c'était 1 500 € par mois. Quand vous avez les factures d'eau, d'électricité, les forfaits, ne serait-ce que les assurances au quotidien, vous en êtes loin. On a pu militer pour qu'on passe à 3 000 € de juillet jusqu'au mois de septembre. Mais octobre-novembre, on est redescendu à 1 500 €, puisqu'on a pu, entre guillemets, bénéficier des 3 000 parce que la France retrouvait un rythme normal. Donc, ceux qui n'avaient pas été donnés, entre guillemets, à la métropole, on a pu le répercuter sur la Guyane. Mais au mois de octobre-novembre, tout de suite, on est redescendu à 1 500. De bonheur qu'il y a eu le Fonds de solidarité, voulait 2, mais c'était un one-shot, une fois, et c'est tout. Après, on est toujours fermé, c'est compliqué. Donc là, justement, une des demandes qu'on a fait par rapport au livre blanc de la CCIOM, c'est l'association des CCI d'outre-mer, on regroupe les 11 CCI d'outre-mer, territoires et départements, c'est justement le maintien de ces mesures gouvernementales jusqu'à la fin de la crise sanitaire, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans cette problématique, on ne sait pas, avec tous ces changements conjoncturels, c'est compliqué. Ensuite, ne serait-ce que pour transmettre l'information à toute la Guyane, on a ce problème de numérisation. On a dû aller 32% au mois de juillet, des chefs d'entreprise ne connaissaient toujours pas les mesures gouvernementales. Les chambres consulaires, le téléphone ne suffisait pas. On a fait des émissions radio avec vous, Guyane Première, et pourtant l'information n'arrivait pas jusqu'aux chefs d'entreprise. On a dû prendre des caravanes, faire le CCI Trousse, le plan Marshall, aller vers les chefs d'entreprise pour donner l'information pour qu'ils survivent. Parce que pour notre objectif, c'était juste de ne laisser aucune entreprise sur le bas-côté de la route. Mais là, on veut avoir de la visibilité et on n'en a pas. Donc il faut qu'on a toutes ces mesures gouvernementales qui nous aident, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et qu'on le veuille ou non, on n'en voit pas le bout. Oui, le PGE, c'est jusqu'au mois de juin, je crois. Juin 2021. Alors, oui, et puis... Pas garanti par l'État. En fait, sur le PGE, je vais peut-être vous donner une grille de lecture et rebondir sur les propos qui ont été de tout à l'heure, sur les TTPE. J'aime l'expression. Et de manière un peu contre-intuitive, parce que sur les statistiques, elles sont publiques, elles sont sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. L'activité sur les PGE, elle a été très très forte. On est monté, ça a démarré doucement, et une fois que le dispositif a été calé et mis en place, les banquiers se sont mobilisés très fortement. À ce jour, on a un peu plus de 1000 prêts qui ont été accordés pour peu ou prou 170 millions d'euros. Alors c'est considérable. Et dans le détail, ce que je veux dire, et je veux insister, c'est que près de 1 PGE sur 2 fait moins de 50 000 euros. Et donc, c'est un peu contre-intuitif de dire que les banques ne s'occupent pas que des gros clients. Elles ont été au chevet des petites entreprises qui ont été servies assez largement.
Vous avez, si vous regardez les statistiques que j'ai citées, vous allez avoir la segmentation par type d'activité, et on voit qu'il n'y a pas eu, il y a quasiment pas eu de refus sur le traitement des demandes de PGE. Lorsque la situation, le dialogue est difficile avec le banquier, il reste un moyen qui est la médiation. Moi, je rappelle que je suis médiateur du crédit. Les directeurs de succursales Banque de France et des instituts sont des médiateurs. Et la médiation existe depuis 2009. Le ministre de l'économie et des finances vient de signer un accord de place avec la FBF, la Banque de France et l'IEDOM pour prolonger la mission des médiateurs. Moi, j'ai été peu saisi. Pour vous donner un chiffre, j'ai eu 20 saisines. C'est très peu, c'est très peu. Et ce que je veux dire par là, c'est que les banquiers ont fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont massivement traité les dossiers dans des délais, et ce qu'il me revient, c'est que les instructions sont toujours en cours. Il y a des demandes qui sont déposées actuellement, de nouvelles, alors pas qu'elles soient en retard, pas du tout, mais tout simplement de problèmes de trésorerie qui sont apparus au gré de l'évolution de la crise et qui sont traités actuellement. Donc l'histoire n'est pas finie sur le PGE, je vous le confirme, et... On pourrait d'ailleurs avoir une autre vague à l'issue d'arrêter des comptes, des bilans du 31 décembre, là, au mois d'avril-mai, puisque ça va jusqu'au mois de juin, effectivement, avoir une nouvelle vague de demandes de PGE. Oui, alors, et sur le PGE, donc, en complément du PGE, il faut avoir à l'esprit également qu'il y a eu une deuxième mesure très forte, c'est les reports d'échéance massifs auxquels les banquiers ont procédé. Là, on est sur... alors, ils étaient de 6 mois. Initialement, on était sur des périodes de 6 mois. Ce que je peux vous dire, c'est que là également, la FBF, à l'écoute du ministère de l'économie et des finances, et qu'il est... clairement, on est sur une tendance et une demande d'une écoute bienveillante au cas par cas des dossiers pour lesquels la reprise du cours normal du remboursement des prêts amortissables serait difficile. Et ça procède d'une discussion sur lesquelles les banquiers seront ouverts. Et bien évidemment, si ce n'est pas le cas, on peut me saisir. Enfin, en tout cas, je répondrai pas personnellement à tous les dossiers, mais on sera au rendez-vous. Alors, je précise que le principe du PGE, le prêt garanti par l'État, 90% de ce prêt est garanti par l'État et 10% à la charge de l'entreprise, un prêt qu'il faudra rembourser. Les 10%, c'est pas toujours évident, peut-être. Le problème qu'on a eu, c'est que c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en Guyane, les chefs d'entreprise l'ont moins utilisé que les autres départements. Là, on est dans Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas utilisé du tout. Ouais. La problématique, c'est que on s'est retrouvés en confinement, donc les banques aussi. Ils se sont retrouvés avec un afflux massif au même moment de demande, donc ça a tardé dans le traitement. La mise en place du PGE au départ, on a fait appel à mon cher voisin pour accélérer le process, parce que il nous a fait état qu'ils se sont retrouvés en 1 mois à gérer des demandes qu'ils avaient en 1 an quasiment. Donc ça a été long à mettre en place. Le problème avec le PGE, c'est que même si certains chefs d'entreprise ont fait le report, ils ont fait un report de 6 mois, mais ils se retrouvent parfois, et c'est pour ça qu'ils parlent de bienveillance, à devoir arriver aux premières échéances de remboursement, alors que certains sont toujours confinés. Donc, ça veut dire que là, pour le moment, c'est une histoire qui n'est pas encore finie. Les chiffres 2021 vont encore montrer où on va. Et là, on est en train de militer justement pour que ces 6 mois deviennent carrément un report d'1 an, parce qu'il y a certains qui sont tellement encore confinés qu'ils ont du mal à procéder peut-être au premier remboursement, parce qu'ils n'ont pas encore l'activité totale. Mais c'est pour ça qu'ils parlent de bienveillance. Je suis ravie d'entendre mon cher voisin de bienveillance. Donc, on gérera les cas au cas par cas. Alors, d'autant plus que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a informé la population que ce PGE, le remboursement de ce PGE, pouvait être prolongé d'1 an supplémentaire. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que il y a un cadre de prudentiel qui s'impose qui était dicté par les autorités de Bruxelles. Donc le PGE, il est sur une durée de 6 ans. Donc on est parti sur, pour faire simple, 1 an 1 an sans remboursement, et au bout d'1 an, soit on rembourse le prêt,
soit on passe dans une phase d'amortissement qui va durer 5 ans. Et l'information nouvelle à laquelle vous faites référence, c'est qu'il sera possible que la période de différé de remboursement passe de 1 an à 2 ans, mais ça ne prolongera pas d'autant la durée amortissable qui du coup sera réduite de 5 ans à 4 ans. Voilà, c'est bien ce qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, on en profite pour parler justement du redressement, la difficulté des entreprises qui perdurent, puisqu'il y aura certainement des charges à payer. On ne sait pas encore s'il y aura des prorogations de tous les dispositifs. Avant de revenir à cette question, je vous propose de regarder ce reportage de Carl Constable tourné il y a quelques semaines. Ce livre blanc à destination du gouvernement prévoit de faire de la crise sanitaire une opportunité en se focalisant sur 5 secteurs économiques. Le tourisme, le commerce, le BTP, les transports et l'industrie. Tous présentés comme des leviers de relance et de développement des économies locales. Le gouvernement a annoncé 1,5 milliard d'euros de fonds pour la relance de nos économies, doit accompagner un virage industriel devenu comme une évidence. Il faut qu'on ait des fonds d'aide de l'État pour avoir le matériel adéquat parce que ça coûte cher. Par rapport à la petitesse du marché, c'est difficile d'investir autant, mais on en a besoin parce que ça nous permettra, en cas de fermeture des frontières, d'être plus autonome alimentairement parlant, ne plus dépendre. Le Covid-19 a montré qu'on a eu des entreprises qui ont fabriqué des masques aux Antilles, c'est sorti, c'est fait. En Guyane, on a créé du gel hydroalcoolique, donc on a su s'adapter. Les chefs d'entreprise s'adaptent à la situation. Mais là, c'est encore plus, il faut vraiment que l'État nous accompagne. Avec une perte de PIB qui pourrait osciller entre 10 et 20% en fonction des territoires au sortir de la crise sanitaire, l'autre demande forte des patrons est le maintien des dispositifs d'aide qui ont permis de garder la tête hors de l'eau. Au départ, les propositions étaient faites pour certains secteurs d'activité jusqu'au 31 décembre 2020. Le cap est passé, ça continue, la crise sanitaire continue. Donc on aimerait avoir le fonds de solidarité, le chômage partiel, les aides de déduction de charges patronales, toute cette aide qui nous a permis, entre guillemets, de survivre dans certains secteurs, au moins jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Pour mettre en œuvre ces propositions et s'assurer leur bonne conduite, l'ASIOM demande aussi la nomination d'un délégué interministériel au plan de relance pour les Outre-mer, une sorte de super coordonnateur. Alors on va essayer de donner un peu d'espoir aux chefs d'entreprise pour cette année 2021 avec des perspectives un peu plus positives. Vous l'avez bien compris, on est dans la rubrique redressement avec notamment le plan de relance. Un plan de relance dont on a du mal à voir aujourd'hui les contours. On sait qu'il y a une enveloppe d'1,5 500 000 € pour tous les territoires d'outre-mer, mais on ne sait pas quelle enveloppe sera affectée à la Guyane. Mystère. Effectivement, mon président Roberto Osseux se bagarre et le MEDEF également pour se bagarre pour que la partie dévolue à la Guyane soit le maximum. Mais au-delà de ça, là on est sur le plan de relance vu par l'État, 1,5 milliard dédié aux Outre-mer et le reste de l'enveloppe qui est aussi ce que l'on peut approcher. Il y a une partie dédiée à l'Outre-mer, mais le reste de l'enveloppe globale est également accessible aux Outre-mer. Le MEDEF, c'est aussi voir le long terme. On a fait du défensif, on a créé, la Chambre des métiers a créé, enfin fait par les artisans, on a fabriqué plus de 200 000 masques réutilisables 30 fois, donc ça permet de 6 millions d'utilisations. À une époque, on n'avait pas de masques, par exemple. Et le MEDEF, avec les MPI, on fait du gel hydroalcoolique lorsqu'on n'avait pas. Donc on était sur un volet défensif. Maintenant, pour passer sur un volet pour reconquérir, l'idée c'est de travailler aussi sur du long terme. C'est vrai qu'il faut travailler sur le court terme avec les mesures de l'État. Mais il nous faut aussi un plan Marshall qui aille beaucoup plus loin. Et d'un côté, sur la Chambre des métiers, on a travaillé sur ce projet de plan Marshall avec un pacte TTPE qui va nous permettre normalement d'avoir quelque chose de cohérent pour que les artisans et les TTPE puissent rebondir durablement. Parce que ce n'est pas du saupoudrage qui permettra de reconstruire et de construire durablement. Et de l'autre côté, on a également travaillé sur Guyane Symbiose pour avoir un cadre de développement. On avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Guyane 2040 en 2015. Et là, on a abouti, on est sur un travail beaucoup plus important pour permettre de trouver un cadre qui nous permette de nous développer durablement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux bien entendre parler du plan de relance, s'il le faut, je ne conteste pas. Comme toutes les mesures qui ont été faites, elles sont utiles, mais pas forcément adaptées pour la Guyane. On a besoin de se repositionner sur un développement plus large. Parce qu'aujourd'hui,
que vont retenir les téléspectateurs? C'est que les entreprises s'en sortent à peu près. Mais il y a un petit détail qu'on oublie. C'est où en est l'économie. L'économie, j'essaie de vous montrer où est l'économie de la Guyane. Normalement, l'économie française, l'économie globale, elle est à ce niveau-là. L'économie de la Guyane, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est carrément... Elle est à ce niveau-là. Elle dépasse pas ça. On a 40% de l'économie normale. Donc on ne la voit même Sous pas. la table. Voilà. On n'est pas au niveau, même au niveau... On ne vous entend plus, monsieur Lambert. On n'est pas au niveau même ras du sol. Vous voyez, on ne peut même pas le matérialiser. Oui. Le revenu guyanais en moyenne, il est de 41% du revenu par habitant au niveau national. Pourquoi? Parce qu'on a des entreprises, oui, qui survivent, qui font tout ce qu'on a dit là, mais il en faudrait 2,5 fois plus pour arriver à un niveau normal d'activité. Et c'est ça qui ne fonctionne pas en Guyane. Ok, on est résilient, on n'a pas envie de crever, c'est clair, mais ce qu'il nous faut, c'est nous développer. Et pour se développer, il faut des plans. Plan Marshall avec un package pour les TPE, Guyane Symbiose pour avoir une démarche sur le long terme de façon à pouvoir construire le pays de façon rationnelle et donner de l'espoir aux jeunes et aux chefs d'entreprise. Alors, vous parliez de plus la nécessité d'avoir plus d'entreprises. Justement, monsieur Dorlon, au 3e trimestre, on a constaté une augmentation du nombre de créations d'entreprises. Après, c'était un peu normal parce qu'il y avait eu un creux au premier trimestre, au deuxième trimestre. Le nombre de créations d'entreprises avait chuté parce que ce n'était pas possible d'en créer. Et même après, maintenant, on a les chiffres sur l'année 2020. Et donc, il y a plus de 30% de créations d'entreprises par rapport à 2019. Donc oui, globalement, voilà, la crise économique sur toute l'année n'a pas eu d'effet, en tout cas sur les créations d'entreprises. Oui, on a un chiffre record. Et aussi, à l'inverse, c'est un peu contre-intuitif, mais il n'y a jamais eu aussi peu de défaillances d'entreprises qu'en 2020. On est à moins 30% par rapport à 2019. Là aussi, ça montre bien que les amortisseurs économiques mis en place par l'État ont fonctionné. Après, ces entreprises-là qui ont été sauvées, elles auront des soucis en 2021, 2022, on en a parlé, pour rembourser les prêts qu'elles ont pu avoir. Je n'ai pas les mêmes chiffres que l'INSEE, moi. Pardon? Je n'ai pas les mêmes chiffres que l'INSEE. C'est-à-dire? En fait, quand les chambres consulaires, on s'occupe de la centre de formalité des entreprises. Donc au 2e trimestre, on était fermé. Là, on est tout à fait d'accord. Donc forcément, au 3e trimestre, vous avez un rebond, il l'a bien dit, puisque nous étions fermés. Donc ceux qui n'ont pas pu créer au 2e trimestre l'ont fait au 3e trimestre. Cependant, globalement, nous, quand on compare la création d'entreprises sur l'année 2019, qui était une très bonne année par rapport à 2020, on a moins 124 entreprises. J'ai pas plus, moi j'ai moins. Donc, c'est-à-dire que j'ai moins 124 entreprises. J'ai 124 entreprises qui étaient créées en 2019 qui ne l'ont pas été en 2020. Ça, c'est le centre de formalité des entreprises. Donc là, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Par contre, il est vrai, en termes de radiation, même de redressement, il y a 48 entreprises qui ont demandé une procédure de redressement judiciaire. C'est pas beaucoup, finalement. C'est pas beaucoup. En termes de radiation, c'est beaucoup moins. Mais elles sont sous perfusion. Ah non, mais je parle globalement sur l'année. Mais là, elles sont sous perfusion. Elles attendent de voir. Elles essayent encore de bénéficier des mesures gouvernementales pour voir. Donc, ça veut dire que les effets de la crise, on les a pas encore. C'est pas encore fini. On est en plein dedans. Stéphane l'a dit. On est en train de faire les bilans. On va voir comment ça se passe. Et je pense qu'il y a certains chefs d'entreprise qui veulent voir l'étendue des dégâts pour voir s'ils continuent ou pas de tenir le bateau. Mais Stéphane dit un point qui est très important. La CCI, à l'heure actuelle, c'est 15 432 entreprises. Mais c'est tout petit, même par rapport aux, entre guillemets, 300 000 globalement, personnes qu'on est censé représenter. Les gens qui osent créer l'entreprise en Guyane, c'est petit. Très peu d'entreprises, c'est pas assez, justement. Et on a un taux de pauvreté et un taux de chômage supérieur aux autres départements. Donc, la crise dans nos départements, forcément, elle a un impact aussi social, puisque il n'y a pas de entreprise. En même temps, il a dit quelque chose, c'est vrai qu'il y a l'administration. L'administration est très importante dans nos départements. Ça a permis d'amorcer le coup, puisqu'il n'y a pas eu de baisse et de trucs. Mais au niveau même des chefs d'entreprise qui représentent une minorité dans notre département, nous, on l'a senti passer. Et moi, ces 124 entreprises qui n'ont pas été créées en 2020, tôt ou tard, on va les ressentir, puisque ce sont eux qui sont à la base même de leur propre emploi. Donc moi, c'est ce qui me fait peur. Donc c'est vrai qu'il y a de la création, et tant mieux. Quand nous sommes arrivés, notre équipe au sein de la CCI, il y avait 8000 entreprises. De 8000 en 2017, nous sommes arrivés à fin 2020 à 15 432. On a presque doublé. Mais ce n'est pas assez. Quand vous avez un département comme La Réunion qui peut vous faire 12 000 créations d'emplois par an, création d'entreprise, je veux dire, on en est loin. Donc on aimerait justement qu'il y ait encore beaucoup plus, quoi. Il n'y en a toujours pas assez pour nous. Est-ce que le climat de confiance joue en ce moment pour permettre
personnes de créer leur entreprise? Alors oui, votre question me donne l'opportunité d'indiquer que nous publions trimestriellement donc l'indicateur du climat des affaires. Et effectivement, en début d'année, on a atteint un plancher. On a eu une chute du moral des entrepreneurs qui était considérable. Et depuis le début du second trimestre, on a amorcé une remontée. On est toujours sur des valeurs qui sont inférieures à nos moyennes de longue période, mais on a amorcé une remontée. Je veux peut-être vous apporter une nuance aux propos qui ont été tenus et qui, encore une fois, ne valent que par une approche macroéconomique. Bien évidemment, je ne nie pas les difficultés qui sont exprimées pour certains secteurs d'activité. J'en ai parfaitement conscience. Mais je veux vous faire une comparaison avec la crise que certains d'entre vous ont à l'esprit de 2017. Au sortir de la crise de 2017, quelques mois après, la trésorerie des entreprises, donc les dépôts en banque, était de l'ordre de 500 millions. En fin d'année, on est à 830 millions de dépôts pour les entreprises. Parallèlement, les comptes débiteurs de ces mêmes entreprises a été réduit de près de 30%. Donc, c'est intéressant parce que globalement, la situation de trésorerie des entreprises reste bonne. Elles sont bien armées. Encore une fois, je mesure ce que je dis. Je fais une approche macroéconomique, encore une fois. Et je voudrais également nuancer un autre propos. On a parlé de PGE. Donc les PGE, on dit des chiffres, mais il faut les resituer. 170 millions de PGE. À un moment où le dernier pic historique de progression des encours de crédit en Guyane, c'est 2017, c'est 130 millions. D'accord ? Cette année, il y a eu 170 millions d'octrois de PGE, mais on n'a pas fait que ça. Les banquiers, ils ont fait, je le souligne, 181 millions de crédits aux entreprises, moyen et long terme, de plus. C'est important, c'est colossal, c'est un chiffre colossal. Donc l'activité, et les banquiers me le confirment, je m'en entretiens régulièrement avec eux, l'activité et l'atterrissage de l'année 2020, il est très étonnant parce que l'activité est restée très dynamique, très très dynamique pour le secteur de la construction, le secteur de l'industrie. C'est normal. Justement, là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu 2017, le plan d'urgence. On commence à avoir les effets du plan d'urgence qui va redonner de la confiance, redonner de l'activité, effectivement. Le portefeuille de commandes dans le bâtiment est presque surbooké, 3,5 milliards de commandes publiques pour au moins les 5 années qui viennent. OK. Mais cet effort lié à 2017 était fait pour booster l'économie, pas pour compenser la Covid. Et là, finalement, on va perdre les quelques effets qu'on avait de 2017 pour structurer l'économie, pour la développer, qui vont servir à compenser une partie du coût de cette pandémie globale. Ouais, on reste dans des mesures conjoncturelles, pour ainsi dire. Oui. Loin de structurer l'économie. Pour rajouter au propos de mon collègue, dans le plan de relance, il y a toute une partie pour tout ce qui est infrastructure. Donc justement, l'État permet de démarrer les chantiers. EDF, Pont du Larivot, l'école à Montignéry, le plan au niveau de la cité scolaire à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Il y a tout qui sort. Mais ça fait partie du plan de relance. Donc là, justement, l'État aide les collectivités pour justement que ces dossiers puissent enfin sortir de terme. C'est des dossiers qu'on attend depuis 2017. Donc justement, pour répondre à ce type de marché, là, le chef d'entreprise, s'il veut prendre la balle au bond, il est obligé d'investir. Sinon, il ne peut pas répondre à ce type de marché. Donc c'est vrai qu'en termes de BTP, là, il y a beaucoup de chantiers qui sortent tout en même temps. Et justement, ça fait peur parce qu'on a l'impression que finalement, ce plan de relance, il arrive massivement au même moment et que finalement, les entreprises, par rapport à leur structure, auront du mal à répondre à tout. Et leur crainte à l'heure actuelle, c'est que finalement, ces marchés servent à aider les gens de l'extérieur plutôt que les gens d'ici, parce que tout arrive en même temps. Donc, les entreprises qui sont, entre guillemets, un peu mieux armées, essayent rapidement d'investir pour pouvoir répondre rapidement à ce marché-là, parce que ce sont des marchés, c'est pas sur 20 ans non plus que les chantiers vont durer. Donc, ils prennent la balle au bond pour essayer de rattraper un petit peu du chiffre d'affaires qu'ils ont perdu en 2019. Donc, d'où, je pense, la forte demande en investissement, parce qu'il y a plein de marchés. Et ça fait totalement partie du plan de relance. Ces aides, ces structures, chaque mairie a déposé ses dossiers pour refaire la rue, refaire Sablance. Voilà, il y a tous ces dossiers-là qui sortent. Il y a beaucoup de projets sur la Guyane. Et tant mieux, ce sont des projets qu'on attendait
depuis longtemps. On a simplement peur que tout arrive un peu trop en même temps. Mais est-ce que tous les projets seront éligibles au plan de relance? Il y a des choix à faire certainement. En tout cas, les projets qui sont sortis là sont déjà en appel d'offres, ils sont déjà fléchés et là, ça sort. Là, tout ne sortira peut-être pas pour la Guyane, mais en tout cas, ceux-là sont sortis et nécessitent des investissements qui sont lourds. Donc, les chefs d'entreprise, ça creuse. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane Bouvier-Gaz, sur la trésorerie des entreprises, je vous propose d'écouter l'interview d'un expert comptable, Jean-Marie Torvik, le président des experts comptables de Guyane, sur cette question. On l'écoute. Les entreprises en Guyane n'ont pas de fonds propres, ne peuvent pas travailler, n'ont pas pu travailler pendant la période de Covid. Donc elles vont obtenir, certes, les emprunts, mais elles ne pourront pas rembourser s'il n'y a pas de vraies mesures d'accompagnement, notamment les allègements de charges. Je n'ai pas vraiment d'accord avec vous. Oui, en fait, on se comprend, on peut arriver à se comprendre. Encore une fois, il y a peut-être une frange de la population de l'entrepreneuriat qui est à la peine et qui procède des difficultés qui viennent d'être citées. Moi, je peux écrire une autre histoire. Une de nos activités, vous la connaissez sans doute, c'est la cotation des entreprises. Je vais vous donner je vais vous faire part d'une petite analyse. Lorsque, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais la cotation Banque de France que l'on attribue aux entreprises, elle est segmentée, elle peut être très favorable, elle peut être d'excellence, très favorable, réservée ou péjorative. En Guyane, avant la crise, quand j'analyse le panel de nos cotations, on avait une majorité mais quasiment 60% de cotes favorables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au démarrage de la crise et sur la base des constats et des analyses que nous avions fait au préalable, on avait de très bons fondamentaux. On avait des structures financières équilibrées, des capacités bénéficiaires avérées, une autonomie financière qui était compatible avec l'attribution de bonnes cotes, et ça s'est avéré dans les faits. Non mais ça s'est avéré dans les faits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a parlé de défaillance, et tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. On n'a pas de vague de défaillance, et quelque part, on ne s'est pas trompé. Alors, je parle des entreprises qui étaient cotées. Je sais ce que vous pouvez. Le panel, il est sur combien? 240 entreprises à peu près? Combien d'entreprises, cette cotation? Par définition, la cotation, elle s'adresse aux entreprises qui font plus de 750 000 euros. 50 000, donc, voilà, on est sur, bien évidemment, sur les 10% les plus importants de Guyane. Voilà. Mais peu importe. Ça permet de nuancer les propos. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que toutes les entreprises étaient pas armées, qu'elles n'ont pas de fonds propres. C'est pas vrai. Pas tout, non, évidemment. Je gère à peu près 1600 entreprises dans mes cabinets d'expertise comptable. Enfin, je suis directement 1600 entreprises. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de trésorerie, qui ont des fondamentaux qui ont un plaisir de vous adresser les bilans, il n'y a pas de souci. Et puis il y en a d'autres qui ne cherchent pas forcément à les transmettre. Et puis on a beaucoup d'entreprises, de toutes petites entreprises. Parler de PGE à 50 000 euros, ça veut dire chiffre d'affaires de 200 000 euros. Mais c'est déjà une grosse entreprise par rapport à nos activités où il y a le chef d'entreprise tout seul, il ne fait pas 200 000 euros de chiffre d'affaires dans la plupart des cas. Le terrain nous montre que le nombre de chefs d'entreprise, c'est entre 5 et 50 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça la réalité. Et ceux-là, ils n'ont pas de capitaux propres, ils ne sont pas structurés. Et un peu au-dessus, c'est un peu la même chose. C'est très français d'avoir très peu de capitaux propres de toute manière. Et en Guyane, on n'échappe pas à la règle de façon générale. Et on a des grands écarts types. Alors quand on voit de façon macro, de façon générale, il y a déjà des chiffres qui sont moyens, mais ça couvre des écarts énormes. Avant, moi, j'étais expert comptable sur Paris. C'est vrai que j'ai rarement vu des entreprises avec autant de trésorerie. Il y a quelques cas qui sont des belles entreprises en Guyane, avec beaucoup d'argent. Effectivement, il y en a. Mais c'est l'exception, ça tient sur une de main. Et ça fait pencher les statistiques. Et la vraie réalité de terrain, c'est que il y a toute la pléthore d'entreprises, tout ce qui fait la résilience, la proximité, et qui n'est pas forcément dans cette situation-là. Je vous rejoins. Peut-être, l'occasion m'est donnée peut-être d'évoquer une vraie réalité guyanaise. Si on parle des tout petits, c'est la prégnance de l'économie informelle. Je vais vous donner un chiffre qui interpelle. À un moment où l'usage, le recours au cash régresse un peu partout, on sait très bien qu'il y a une appétence forte en Guyane pour le fiduciaire,
financière. Et après un petit trou d'air sur mai-juin, sur les prélèvements que je constate au niveau des guichets de l'IEDOM, la fin d'année, elle nous a fait rattraper nos tendances historiques de progression. Et donc, à nouveau, on a fait un pic historique de prélèvement en fin d'année et on a raccroché la tendance de 6 plus 7%. Et donc, ça veut dire que c'est une réalité. L'informel, le secteur de l'économie informelle reste fort. Et notre responsabilité, c'est d'accompagner, c'est de faire basculer de l'informel au formel. Et ça, c'est le travail que vous accomplissez, mais on peut y prendre une autre part. Parmi les missions que le gouverneur de la Banque de France a assignées à son réseau et donc à l'Institut des missions, il y a la mission qu'on appelle de correspondant TPE. Nous avons un correspondant TPE chez nous. On peut nous saisir et on peut sans doute faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui et on peut accompagner, on peut aider ces entrepreneurs qui ont besoin d'avoir qu'on leur mette le pied à l'étrier pour basculer dans un autre modèle économique. On a beaucoup de potentiel en Guyane. Moi, je découvre presque tous les jours des gens qui exportent, des gens qui font fabriquer partout sur la planète, des gens qui font vraiment des choses qu'on ignore. Il y a beaucoup de potentiel. Malheureusement, il n'y a pas toujours les moyens, il n'y a pas la cohésion, il y a l'éloignement des gens dans l'Ouest. Ils ont moins de facilité, ou ils ont plus de difficultés pour pouvoir côtoyer d'autres personnes, pour pouvoir avancer. Dans l'Ouest, il y a combien de banques réellement établies, combien d'agences? Il y a 3 guichets. Il y a 3 guichets. Voilà. Heureusement qu'il y a la Banque Postale. Il y a 3 banques représentées. 3 banques représentées, voilà, pour tout l'Ouest. C'est un truc, ça n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Et tout ça, c'est difficile pour le chef d'entreprise. Et tous ces talents-là, il faudrait réussir à les faire avancer. D'où l'idée du plan Marshall, qui est d'ailleurs repris aussi dans Guyane Symbiose, pour permettre aux tout petits, à tous ceux qui ont la volonté d'avancer, de pouvoir aller plus loin et de construire la future Guyane. Dans les métiers de l'artisanat, Stéphane, de mémoire, vous n'avez pas l'obligation de sortir des bilans jusqu'à combien? Il y a toute une partie aussi. L'obligation de ne pas sortir de bilan, en prestation de service, c'est jusqu'à 70 000 euros de chiffre d'affaires, c'est quand même pas rien. Et en négoce, c'est 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, on nous demande des fois des bilans en tous les sens, mais dans la vraie vie, on n'est pas tenu de le faire. On a des fois des avantages à quand même le faire, parce qu'il y a des exonérations, mais à condition qu'il y ait un bilan, sinon c'est forfaitaire. Parce que si je veux un prêt bancaire, j'ai 130 000 euros de chiffre d'affaires négoce et j'ai pas de compta, ça va être compliqué, c'est sûr. Mais dans les obligations, effectivement, c'est bien de le rappeler, il n'y a pas d'obligation. On est sur un système déclaratif basé sur le chiffre d'affaires avec des adaptations. Donc il y a toute une partie de l'entrepreneuriat qui... Voilà, on n'a pas les chiffres, on ne sait pas. C'est encore très fragile. On n'a pas. C'est très fragile. Pour revenir au plan de relance, est-ce que la route entre Maripasoula et Papaichiton est inscrite dans ce plan de relance? Je pense qu'ils l'ont déposé. En tout cas, moi, j'avais vu dans des demandes, en tout cas. Après, maintenant, si est-ce que ça va aboutir, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait des propositions là-dessus. Après, est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout du bout? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a des portions de route et de réfection qui ont été déposées. Il y a eu des demandes, mais ça sera au niveau de l'État de vous dire ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont été déposés ou pas. C'est l'occasion de faire un appel aussi, c'est que dans le plan de relance, il faut proposer des dossiers. C'est ça. Donc un entrepreneur qui a la volonté de faire quelque chose, il peut déposer un dossier qui, a priori, est plutôt jugé de façon positive. Et on les accompagne pour le montage des dossiers au niveau des chambres consulaires. Donc, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de nous. On va les aider à monter leur dossier. Après, on ne sait pas ce qui va être retenu ou pas, mais en tout cas, qu'ils ne tentent rien à rien, on va dire ça. En Guyane, sur les 8 premiers dossiers pour les Outre-mer, il y en a 4 Guyanais qui ont été retenus. J'ai vu. J'ai plus en tête Biostratège, Yanawasai peut-être. Yanawasai, Gov et Sola Maz. Voilà. Et il y en a certainement d'autres qui sont en cours d'instruction, enfin du moins j'espère. C'est ça. D'accord. Ça m'arrangerait. Il nous reste quelques minutes d'émission. Je vous demande une conclusion à tous autour de cette table. On commence avec vous, Karine, par exemple. Moi, ça va être simple. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à voir. On aura le Covid-19 n'est pas encore terminé, la crise n'est pas encore terminée. Donc, on espère être toujours accompagné pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais je fais confiance aux chefs d'entreprise que nous sommes pour pouvoir continuer à faire la Guyane avancer et sortir la tête haute de cette difficile épreuve, Donc, il ne faut pas baisser le bras. Donc là, on travaille justement pour remonter le moral des troupes. On a fait venir des psychologues parce qu'il y a beaucoup, comme l'a dit Stéphane, qui avaient vraiment le moral en berne et qui voulaient à la limite du suicide.
On a évité le pire dans certains cas. Et continuons. On est plus proche, j'espère, tous de la fin que du début. Mais à la fin, je ne sais plus trop quoi dire à ce propos. Oui. Mais en tout cas, on continuera à se battre. Et nous, les chambres consulaires, on continuera à accompagner les chefs d'entreprise pour les aider à bénéficier des mesures gouvernementales et encore demander les adaptations s'il le faut. En tout cas, on sera toujours au combat. Merci Karine Sinaï-Boussou. Philippe de Roland, on peut s'attendre à de meilleurs indicateurs en 2021 ? Non. L'INSEE a annoncé donc un chiffre de moins 8,3% pour la France, donc la récession en 2020. Donc pour la Guyane, on n'est pas encore capable de sortir un chiffre, on le sortira dans quelques mois. Donc je ne sais pas, après, entre ceux qui disent moins 10, moins 20, moi je le vois à peu près comme le chiffre France. On verra. Et donc après, derrière, ça dépend de la suite pour l'avenir, si on confine pas, etc. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que la Guyane a une population qui augmente de plus 2%, plus 3% par an. Il y a un ensemble de travaux qui sont prévus dans les années qui viennent, des ponts, des lycées, des collèges, des palais de justice, des commissariats, etc. Donc il y a une commande énorme, il y a des filières derrière à alimenter, parce qu'il y aura des emplois, mais des emplois qualifiés. Et après, c'est un peu le problème de la Guyane. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, mais les jeunes diplômés partent parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi en Guyane. Et on est obligé de faire venir des fois de la main-d'œuvre en Guyane parce qu'on ne trouve pas sur place. Donc il y a tout un ensemble de formation, à mettre en place de filières pour que la Guyane puisse progresser. D'accord. Stéphane Bouvier-Gaz, vous avez quelques secondes. Alors je vais très vite. Je refais mon offre de service. Je rappelle que je peux avoir une contribution pour les entreprises pour leur permettre de reprendre langue avec les banquiers quand le discours est compliqué. Donc ça, il faut que tout le monde le sache. Et j'aurais peut-être un mot également, si vous me le permettez, concernant une partie pour les particuliers. Nous assurons le traitement, la prévention des dossiers de surendettement. Et on a perdu, dans la bataille, une partie de nos dossiers. On a perdu 2/3 des dossiers que nous traitions pour des raisons que je ne m'explique pas. Encore une fois, il faut que vos téléspectateurs sachent qu'on est à leur disposition, on est à leur écoute. D'accord, on va terminer avec vous, Stéphane Lambert. Moi, quelque part, je voudrais dire que je suis très heureux de la réaction de la Guyane par rapport à la crise. Ça aurait pu être bien pire. On a été aidé par le gouvernement, c'est vrai. Bon, ça a bien réagi. On a beaucoup souffert. On a bien réagi. Et que ce rebond-là, je pense qu'on doit le transformer sur quelque chose de long terme. Et que c'est l'occasion pour nous de rebondir, je pense, au travers d'un plan Marshall, au travers du Guyane Symbiose, pour aller sur quelque chose de nouveau qui puisse construire vraiment notre société de demain pour que l'ensemble des capacités, des ressources soient mieux exploitées d'une façon réciproquement profitable et qui permettra de régénérer davantage de ressources encore. Merci Stéphane Lambert. Vous avez beaucoup parlé de Guyane Symbiose. Vous aurez l'occasion de revenir ici pour nous expliquer de quoi il s'agit exactement. Merci en tout cas, vous tous les quatre, de nous avoir éclairés sur la situation de notre économie. Souhaitons que l'année 2021 soit meilleure que 2020 pour les entreprises guyanaises. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite une excellente soirée.